à tous. Investi du pouvoir national le 6 avril 2016, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, boucle ce lundi 6 avril 2020 4 années de gestion du pouvoir d'État. Et le président du Bénin, à l'issue de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, Patrice Talon a prêté serment le 6 avril 2016 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. 21 coups de canon ont été tirés pendant la cérémonie à laquelle a assisté le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou, battu au second tour de la présidentielle et qui a été ovationné par la foule. Patrice Talon, devant la classe politique de son pays et devant le monde entier, s'est engagé pour un nouveau départ, une rupture et un changement de paradigme afin de garantir un mieux-être aux Béninois. La tâche paraît immense, mais ce n'est pas œuvre impossible si les actions à entreprendre s'appuient sur une vision claire ainsi que sur les compétences et les atouts dont nous disposons, a-t-il précisé. Le chantre du nouveau départ, de la rupture, puis après du Bénin révélé, avait annoncé que le mandat présidentiel 2016-2021 devait être un mandat de rupture, de transition, de relance économique et de réforme notamment politique afin d'impulser une nouvelle dynamique dans le pays. Ainsi, une avalanche de réformes a été annoncée et opérée par la suite. 4 ans après, le Bénin se porte-t-il mieux? Les indices macroéconomiques remplissent-ils d'espérance pour des lendemains meilleurs? Qu'est-ce qui a véritablement changé sous le régime du président Patrice Talon? C'est ce à quoi mes deux invités du jour, à savoir Distel Amoussou, il est le président directeur général de l'agence de documentation et de liaison des services spéciaux ADLSS. Il est ancien professionnel des médias. Il sera avec Jacques Migan, ancien bâtonnier, membre fondateur du parti politique Bloc républicain, une formation politique qui soutient de façon indéfectible l'action du président Patrice Talon. Avec eux, nous essayons de passer au crible les 4 années de gestion du pouvoir d'État du président Patrice Talon. Mais avant, je leur demanderai qu'est-ce qu'ils en pensent de cette actualité liée au retrait de l'ancien président Thomas Bouniaï des FCBE, et ils feront un tout petit commentaire au sujet de la condamnation de Komi Koutié à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour. Bonjour Distel Amoussou. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs. Bonjour Jacques Migan. Kader, bonjour Distel Amoussou. Bonjour. Alors Jacques Migan, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, vous allez opiner avant qu'on entre dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, ce qui est lié aux 4 années de gestion du pouvoir d'État du président Patrice Talon. Dites donc, que pensez-vous du retrait de l'ancien président Thomas Bouniaï des FCBE? J'apprécie le terme que vous aviez employé, le retrait, parce que j'ai entendu dire à travers son poste qu'il démissionnait. Mais le mot retrait et le mot démission ont des significations très fortes. Je dirais plutôt que l'ancien président a capitulé. Il a capitulé. Ah oui, il a capitulé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a capitulé. Quand on capitule sur un champ de guerre, ça peut être les armes à la main, comme ça peut être en fuyant, en abandonnant sa troupe. Je dirais qu'il a capitulé en fuyant et en abandonnant sa troupe. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. Lorsque l'ancien président Bouniaï a constaté qu'une loi a été votée, il vous souviendra, lorsqu'il y a eu la révision de la Constitution, l'article 42 a été un tout petit peu revu, amendé, je dirais, pour dire que nul ne peut point exercer plus de 2 mandats consécutifs dans sa vie. Donc il a compris dès cet instant précis... Dans sa vie. Dans sa vie, ou de sa vie. Les 2 peuvent se dire, mais on a utilisé 2. Donc il a compris dès cet instant qu'il ne peut plus revenir pour exercer, pour compétir. Vous dites en d'autres termes que Bouniaï avait toujours cette volonté Absolument. de vouloir revenir au pouvoir. Absolument. Et la deuxième raison de sa capitulation, c'est de constater les actions et les réalisations qui s'opèrent devant lui aujourd'hui et qui dépassent tout ce qui a été fait par les uns les autres, c'est-à-dire les prédécesseurs du président Patrice Talon aujourd'hui. C'est-à-dire, la barre est portée à un niveau où vous ne pouvez pas dire, ça dépasse l'entendement. Donc il a compris qu'il ne peut plus rivaliser avec un tel homme, si tel était qu'il pouvait à l'époque se présenter aux élections. Mais la gravité de la chose, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai utilisé le terme capitulation avec abandon de la troupe. Ça a démontré ce que nous avions toujours constaté en Bouniaï, savoir l'homme qui ne voit que lui,
comme il a eu d'abord souvent le dit, Nyewe. Et ça démontre aussi que c'est le pouvoir qui l'intéressait. Et ça démontre aussi enfin que le président Boni Yayi n'a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas un homme d'équipe. Oui, ce n'est pas un homme d'équipe. A abandonné sa troupe, en capitulant, comme je viens de le dire, en pensant souvent à lui, le pouvoir, je crois que il faut, si il était un général, on le passait devant la cour martiale. S'il était un général, on le passait devant la cour Absolument. martiale. Pour abandon de troupes. Pour abandon de troupes. Alors, Distin Amoussou, quand on sait que l'ancien président Thomas Boni Yayi a reconnu le récépissé obtenu par Paul Hongpè et compagnie, et qu'il a même engagé une rencontre de réconciliation, et qu'après, il décide de se retirer de cette formation politique, dites-nous, quelle analyse, en tant qu'analyste politique, vous en faites? Oui, il faut dire qu'il n'y a pas pour moi événement. Il n'y a pas événement. Ça ne pourrait pas impacter le rendement de cette formation politique au cours des élections communales et municipales prochaines? L'actualité qui est liée à la personne de l'ancien président Thomas Boni Yayi est symptomatique des tares que portait le système partisan dans notre pays. Nous avions toujours lié une formation politique à la personne d'un individu. FCBE de Thomas Boni Yayi. PRD de Maître Adrien Oumbédi. Renaissance du Bénin de Soglo. Et fort heureusement, avec la réforme du système partisan, il devient aujourd'hui de plus en plus difficile, compliqué de lier un parti politique à la personne d'un individu. Et je crois que c'est les derniers déchets que porte l'ancien système partisan qui sont en train de tomber. Écoutez, dans son poste, le président Boni Yayi est allé jusqu'à interdire l'utilisation de sa photo et de son nom, toutes choses propres à sa personne, par les nouveaux dirigeants des FCBE pendant la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa personne, son nom, sa photo étaient des fonds de commerce, n'est-ce pas? Et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de retirer donc ce capital-là qui était lié à sa personne de l'assiette des FCBE. Je crois que c'est un événement heureux. C'est un événement heureux. Alors, Maître Migan, dernier tour lié à cette actualité, dites-nous, est-ce que ce départ des FCBE de Boni Yayi, son retrait des FCBE, est-ce que ça donne l'occasion pour le bureau politique de désigner notre président d'honneur? Et si ça s'avérait cela, connaissant un peu ce qui compose cette formation politique, est-ce que vous avez des idées sur ceux qu'on pourrait désigner comme probable président d'honneur de cette formation politique? Écoutez, vous aviez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que je suis membre du Bloc républicain. Nous avons nos statuts, nous savons comment les choses fonctionnent. Je ne m'aventurerai point sur ce terrain puisque je ne suis pas de Foscori pour un Bénin émergent. Par contre, tout ce que je sais, nul n'est indispensable. Le cimetière est rempli de gens dits indispensables. Et je crois que les statuts de Foscori, certainement, vont les amener à choisir celui qu'il faut au moment où il faut. Bref, ce que je peux vous dire en l'état, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un événement. Non, ce n'est pas un événement. C'est un non-événement, comme on le dit. Parce que quand on réfléchit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a capitulé parce qu'il a compris qu'il n'y a plus d'enjeu pour lui. C'est lui, les autres, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Alors, dites-moi très rapidement, dites-moi quel pourrait être l'impact de ce retrait sur les performances de cette formation politique au cours des élections municipales et communales à venir? Alors, vous me conviez ainsi à un jeu de magicien. Et je crois qu'avec les nouvelles lois et
les nouvelles structurations de l'organisation des élections dans notre pays, notamment en ce qui concerne les élections communales et municipales, avec ce filtre de 10%, je crois qu'il y a beaucoup de données. Il y a beaucoup de données et c'est Mais est-ce que le retrait de Boni Yayi ne va pas impacter, ne va pas entraver l'élan de cette formation politique dans la course? Ça dépendra Parce de qu'il comment... a demandé aux militantes et militants de prendre leurs responsabilités également. Justement, ça dépendra de ce que chaque militant appartenant à ce parti politique, dont je ne suis pas militant, prendra ses responsabilités. Ça dépendra aussi de comment est-ce que les patrons de cette équipe, de ce parti politique, négocieront ce virage, n'est-ce pas? Ça dépendra des éléments de langage qu'ils pourront, n'est-ce pas, se donner pour communiquer autour de cette capitulation, ce retrait ou cet abandon. Pour ce que je peux vous dire simplement, c'est que le titre de président d'honneur d'un parti politique, pour moi, un enjoliveur. C'est un titre honorifique. Et je ne vois pas son impact dans le fonctionnement réel d'un parti. Donc, je crois que si les nouveaux patrons de ce parti politique n'avaient pas lié leur vie, pieds et mains au sort de leur ancien président d'honneur, je crois qu'ils trouveront la solution de ce sortie d'affaires. De ce sortie d'affaires. Alors, Maître Migan, l'autre actualité est celle liée à la condamnation de Komi Kuti, ancien argentin national, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions d'amendes de francs CFA. Dit-on, en tant qu'homme de droit, comment pouvez-vous nous interpréter cette décision de justice? Vous savez, de par ma profession et conformément à ma déontologie, nous ne interprétons pas, nous ne commentons pas les décisions sur un plateau de télévision. D'une part, et d'autre part, je crois que M. Kongé a des avocats et qui, au moment opportun, puisque nous avons, par contre je peux vous en parler, une institution qu'on appelle aujourd'hui la CRIET, qui rend des décisions répondant aux normes prévues, savoir un procès équitable. Le procès équitable suppose 3 choses. Le contradictoire, le délai raisonnable et le double degré de juridiction. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes un citoyen qu'on poursuit pour une raison bien précise devant la CRIET, vous devez vous présenter. Puisque ça remplit les conditions qui doivent permettre à tout citoyen d'affronter, je dirais, une juridiction correcte, normale. Surtout que c'est prévu pour ce faire. Nous sommes dans un état de droit. Et, monsieur le journaliste, vous avez dû constater que des proches même du régime, un ancien préfet, un ancien responsable d'une institution qu'on appelle le CNCB, ont été poursuivis, condamnés. Alors, remplissant ces conditions, comme je viens de le citer, ces 3 conditions, la CRIET, je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent fuir leur pays pour ne pas répondre lorsqu'il faut qu'ils viennent se justifier, et lorsqu'il faut qu'ils viennent se défendre. Et vous constaterez que systématiquement, c'est des gens qui sont dans l'opposition. Maintenant, ce que je puis par contre vous dire, une telle peine, les gens peuvent se dire pourquoi. Lorsque vous n'êtes pas là, alors que les dispositions étaient prises pour que vous puissiez assister à un procès, on vous donne le maximum. Et le maximum, c'est 20 ans. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Mais commenter, interpréter, non, je ne le ferai pas ici. Par contre, je viens de vous expliquer, et puis ce qu'il en est. Et j'ajouterai ceci, aujourd'hui ou demain, lorsque le montant pour lequel on vous poursuit est égal à 10 millions et au-delà, c'est imprescriptible. Ça se passera un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, que se produit, je dirais, le procès, il se produira une autre fois. Il se produira une autre fois. Ça dit, c'est imprescriptible. Je n'arrive même pas à comprendre la fuite de certains.
s'ils ne sont pas poursuivis aujourd'hui, ils le seront un jour. Parce que égal à 10 millions ou au-dessus de 10 millions, c'est imprescriptible. Et il faudrait que les gens le sachent. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs, je ouvre rapidement et je referme, tous ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui le savent. Et le président Patrice Talon a eu à le dire. Il s'étonne, et je m'étonne, que les gens disent on poursuit tel, on ne poursuit pas tel, on fait une sélection. Je dis non. Ceux qui étaient aux responsabilités, c'est normal qu'ils soient poursuivis. Demain, ceux qui sont aux responsables aujourd'hui connaîtront le même sort, puisque c'est imprescriptible. Puisque c'est imprescriptible. Alors, Dissela Moussou, dites-nous comment avez-vous reçu ce verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui condamne l'ancien ministre de l'économie et des finances et ancien directeur général du Fonds national de la microfinance, Komi Kouché? C'est un fait divers. C'est un fait divers pour vous? Avant Komi Kouché, il y a eu des Béninois condamnés par la même institution, la CRIET. Il y a des anonymes qui sont condamnés tous les jours que Dieu fait devant la criette pour escroquerie, qui pour abus de confiance, bref, pour des crimes économiques. Je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur une décision de justice qui a été rendue. Je crois que ces avocats connaissent leur job et ils feront leur job. Je crois qu'il faudrait parler développement de ce pays. Ce que je dirais, pour conclure sur ce point, l'imprescriptibilité, c'est ça, je vais y arriver, des crimes économiques, ce n'est pas du fait du président Patrice Talon. C'est le président Boni Yayi qui en était le chantre, qui l'avait porté. Alors si aujourd'hui, on le traduit dans les faits, je crois qu'on ne peut pas s'en plaindre. On ne pourrait que saluer le courage du président Patrice Talon. On ne pourrait que saluer le courage du président Patrice Talon. Alors, chers amis internautes, nous allons passer au vif du sujet qui nous réunit ce matin, les 4 ans de pouvoir du président Patrice Talon. Maître Migan, je me retourne vers vous. Lorsque vous êtes interpellé dans la rue par un militant du bloc républicain qui vous pose la question de savoir, Maître Migan, dites-nous, en 4 ans, qu'est-ce qui a changé sous le régime du président Patrice Talon? Qu'allez-vous répondre? Vous savez, je me réjouis d'être encore là et d'être encore vivant. Je le dis parce que je l'attendais depuis 1960, ce qui se passe aujourd'hui sous mes yeux. Jamais je n'aurais pensé que je serais encore là pour vivre ce changement, ce développement qui s'opère tous les jours, quel que soit le secteur d'activité. J'aime souvent le dire, dans quelques semaines, pour être beaucoup plus précis, dans moins d'un mois, je vais avoir 70 ans. Et que cela se passe sous mes yeux, je rends grâce à Dieu, qu'on puisse avoir le Bénin qui se développe, le Bénin qui se transforme sous nos yeux, quel que soit le secteur éducation, santé, infrastructure, agriculture, énergie. Nous en parlerons tout à l'heure, mais c'est juste pour vous dire que le président Patrice Talon, à travers ses réalisations, quel que soit le pays, quel que soit le secteur, lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous interrogez le Béninois, il est content, il est fier, et c'est ce qu'on appelle rassembler les gens autour de leur intérêt. Les Béninois en rêvaient, Talon est en train de le réaliser. Et c'est en cela que je me dis, chapeau. Mais comme vous le savez, il y a une expression béninoise que nous employons souvent, quand tout n'est pas encore fait, rien n'est encore fait. Et c'est en cela que je dis, Talon en train de construire le Bénin pour laisser demain aux enfants qui viendront après nous un Bénin en construction. Je crois qu'il faut saluer, comme le salut dans les rues de Cotonou, de Djougou, de Malanville, de Porte-Novo, de Bonou, de Lokossa, les uns et les autres sont unanimes lorsque vous leur tendez le micro pour en savoir comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de votre pays. Mais on est heureux, on a plaisir. Ça dit que le Béninois est fier enfin de son pays. J'ai cité pêle-mêle. Même l'agriculture aujourd'hui, nous sommes pays. Sur le plan économique, nous faisons partie des 10 pays et des 10 pays au monde dont l'économie est reconnue comme une économie dynamique. On rentrera, si vous le permettez,
dans les détails de chaque secteur pour montrer à la face du monde, à la face nationale, à la communauté internationale que oui, le Bénin n'est pas le Bénin de 2016, avant 2016, de Bénin avant 2001, du Bénin avant l'ère du renouveau démocratique 1990. Le Bénin est rentré en plein dans ce qu'on appelle le véritable développement, le véritable changement. Et je continue à le dire, les uns et les autres l'ont rêvé. Talon est en train de le réaliser. Chapeau à lui. Alors, Distel Amoussou, selon Jacques Migan, les Béninois ont rêvé. Patrice Talon réalise le rêve béninois. Vous, si vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de la gouvernance Talon, en tant qu'ancien professionnel des médias, si vous étiez demandé de concevoir une pour la gestion du président Patrice Talon, on sait que vous êtes consultant en communication média, qu'est-ce qu'on peut retenir du président Patrice Talon en 4 ans? Amis téléspectateurs, moi je dirais plutôt, tant qu'il reste à faire, il faut continuer de faire. Il faut continuer de faire. Rassurez-vous, je ne viendrai pas déifier Monsieur le Président Patrice Talon sur votre plateau. Je ne viendrai pas faire ses éloges, toutes choses qu'il aborde d'ailleurs, mais je suis venu sublimer ses actions, n'est-ce pas, et dire qu'il a creusé un trou aussi profond pour montrer le gigantisme de l'édifice dont il rêvait pour son pays. Et lorsque le candidat énonçait ces réformes devant toutes les couches de notre pays, il était perçu comme un magicien, j'allais dire un farceur. Et lorsqu'il a commencé par éventrer le sol bénin dans tous les secteurs, nous avons renfroyé la mine. Il y a eu des récriminations. Et aujourd'hui, 4 ans après, nous sommes là et pour la semaine de la semence. Ce qui est dommage. Et je voudrais avoir une pensée profonde pour ceux de nos compatriotes qui ont été détectés positifs au Covid-19. C'est une préoccupation nationale. Ils ne sont pas les seuls. Le chef de l'État les soutient. Le Bénin tout entier les soutient. Et ça passera le plus rapidement possible. Et je vais en profiter, et avant de fermer cette parenthèse, pour inviter mes compatriotes au respect strict des règles et des consignes données par l'OMS et le gouvernement béninois. Pour dire que si on me demandait de faire un petit point des 4 années de prestation du président Patrice Talon à la tête de notre pays, je dirais comme dans beaucoup de philosophies religieuses, n'est-ce pas, que le chiffre 4 est l'expression du carré, de la terre, c'est-à-dire de la pondération, de la rigueur, de l'efficacité et de la justice. Je dirais que le président Patrice Talon et son équipe, sans le savoir, sont en train de marquer l'histoire de notre pays et de l'Afrique. Lorsque cet ouvrier à qui le Bénin a confié son destin a commencé par entreprendre de faire l'étude du sol et qu'il a commencé par y enfouir quantité de ciment, de fer, de gravillon, d'eau pour faire un socle solide pour notre économie, pour notre politique, pour notre éducation, pour notre santé, pour le confort, c'est-à-dire notre cadre de vie. Il était perçu comme quelqu'un qui est venu piétiner le panier de la ménagère
il était perçu comme quelqu'un qui arrivait boucher tous les robinets qui nous permettaient de vivre décemment avec un salaire de 300 000 environ le mois et qu'on pouvait nous permettre d'avoir une épouse, 4 enfants et 3 maîtresses, 2 véhicules. Lorsque le président Patrice Talon a commencé par assainir, n'est-ce pas, le secteur de l'administration, le secteur de l'économie, il était perçu comme un forcené. Mais aujourd'hui, c'est à cœur joie que nous sommes en train de jouir devant les résultats et les réalisations de l'assemblage. C'est à cœur joie que nous avons et nous contemplons, nous bénéficions, n'est-ce pas, des bienfaits de l'énergie de qualité. Le soudeur, le coiffeur, l'artisan, bref, les artisans dans leur généralité sont en train de bénéficier aujourd'hui des bienfaits de l'énergie de qualité. Ma tante qui est à Diakotomé, c'est heureux pour elle de constater que lorsqu'elle est au champ, son enfant bénéficie de repas chauds à l'école. Et que son enfant ne revient plus entre midi et 2 pour ne plus repartir le soir. C'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes en train de tutoyer, n'est-ce pas, l'eau potable pour tout le monde. Le président Patrice Talon s'est fixé le cap du 2021. Et je crois que nous allons y arriver. C'est avec beaucoup de bonheur que les concitoyens ne font plus 200 km, 300 km pour aller se faire établir des pièces d'identité, simplement parce que le président Patrice Talon a rapproché l'administration des administrés en nommant les chefs lieux de département. Mais c'est avec beaucoup de bonheur qu'aujourd'hui, les enseignants ne vont plus de façon intempestive à la grève perlée, grève illimitée, pour mettre en péril l'éducation, l'enseignement dont devraient bénéficier nos enfants. C'est avec beaucoup de bonheur que le médecin aujourd'hui reste à son poste et qu'il n'abandonnait plus les 40 heures qu'il devait à l'État béninois dans une semaine pour aller se retrouver dans des cabinets privés pour les mêmes prestations, mais à des coûts très onéreux. C'est avec beaucoup de bonheur que les Béninois sont en train de vivre une réalité dont ils ne faisaient que rêver depuis 1960. Donc, vous rejoignez tout à fait Maître Migan qui a parlé du président Patrice Talon qui est en train de réaliser le rêve du peuple béninois. Maître Jacques Migan, vous êtes acteur politique également. Alors, quand on prend les réformes opérées, les réformes politiques et institutionnelles, il y a eu également au cours de ce mandat une révision constitutionnelle. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les réformes politiques et institutionnelles et quel a été leur impact véritablement? Écoutez, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Avant qu'il n'accède de responsabilités, le président Patrice Talon avait un projet de société dont, je dirais, la pièce maîtresse, c'était la réforme des institutions. Et aussitôt arrivé aux responsabilités, sa première préoccupation, pour que nous puissions opérer ces réformes, cela devrait passer impérativement par la révision de la Constitution. Malheureusement, vous en savez. Une deuxième tentative a été bloquée. N'a pas eu lieu, n'a pas permis cette révision opérée cette fois-ci par les députés à l'Assemblée nationale. Il a fallu le dialogue politique des 10, 11, 12 octobre dernier pour que nous puissions arriver à une révision de la Constitution. Révision qui a permis un certain nombre de réformes. Je prends un exemple très simple en ce qui concerne le système partisan et le code électoral. C'est vrai, ça avait commencé avant l'arrivée du
gouvernement Patrice Talon, avant son arrivée aux responsabilités, puisque nous avions la loi de 2013, nous avions eu la loi de 2018, mais ce dialogue politique qui a rassemblé et opposition et mouvance, j'y étais, au Palais des Congrès. Nous avions souhaité qu'il y ait des réformes pour permettre une évolution intelligente de notre pays. Ça a eu lieu et ça a permis, pour citer cet exemple en ce qui concerne le code et le système partisan, ça a permis d'avoir ce que nous recherchions depuis très longtemps. C'est-à-dire, ça a mis fin à ce qu'on appelle, tout en respectant notre constitution qui prône le multipartisme, ça a pris en compte la fin des partis électoraux, des partis locaux, des partis départementaux, des partis régionaux, pour que nous puissions avoir sur toute l'étendue du territoire des partis qui peuvent être représentatifs. Nous allons, de manière certaine, confirmer, je dirais, lors des prochaines élections communales et municipales. Puisque les élections législatives qui viennent de se passer le 28 avril 2019 a démontré la légalité de cette réforme, la légitimité de cette réforme. Il faut maintenant que ces élections confirment cette légitimité. Et je crois que nous l'attendons avec impatience. Et les Béninois, d'ailleurs, hier encore, qui n'y croyaient pas, à travers ce qu'on disait par rapport aux réformes du président Talon, ses réalisations, les mobilisations qui se font. Hier, on parlait de 2 partis. Aujourd'hui, nous aurons 5 partis qui vont effectivement aux élections. Donc, c'est déjà une victoire. Avant même les élections elles-mêmes, c'est déjà une victoire. Demain, on ne dirait pas élection exclusive, mais inclusive. Et je puis vous dire, fort des réalisations, des actions de chef de l'État du Patrice Talon, le taux qu'on avait eu, 27%, nous n'aurons pas 27%, encore que les 27% qu'on avait eu, c'est parce que certains, il y avait eu, comme on le sait, des boycotts, des manifestations d'humeur. Mais cette fois-ci, oui, je crois que la légitimité va se voir à ce niveau. Il en est de même du code électoral. Justement, parlons du code électoral, le système partisan, avant de me retourner vers Dissena Moussou. Dites-nous, quelles sont les innovations majeures que le code électoral qui a été réaménagé, réajusté sur le président Patrice Talon, quelles sont les innovations majeures qui sont incluses dans ce code électoral et quelles sont également les innovations qu'apporte également cette réforme du système partisan? Est-ce que véritablement ce texte de loi met fin quand même aux entreprises politiques au Bénin? Mais absolument, absolument. Rien que l'article concernant les 10% que l'on doit avoir sur de suffrage exprimé, c'est déjà le point fort. Ça évite, comme vous venez de le dire, d'éliminer tous ceux qui ont toujours rêvé, pensé avoir des partis locaux, ethniques, départementaux, régionaux. Parce que cela veut dire quoi? Des boutiques politiques. Oui, c'est des boutiques politiques, si on peut le dire. Parce que, je ne vous le cache pas, je n'ai jamais compris qu'on puisse, dans un chez soi, avoir ce qu'on appelle créer un parti politique, obtenir, je ne sais pas moi, un député, sans prévaloir pour négocier dans son intérêt au lieu de le faire dans l'intérêt général. Donc le code électoral a visé le développement, le collectif. C'est ça qui est important. Le système partisan. Dire, absolument. Donc, le code électoral. Mais non, parlons du système partisan. Le système partisan, en ce qui le concerne, comme vous le vivez aujourd'hui, vous ne pouvez plus maintenant être un parti sans avoir, sur toute l'étendue du territoire, les hommes qu'il faut. Pas des figurants. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on observe? Quand vous prenez des partis, comme le PRD, qui a un fief, qui avait un fief, je dirais, puisque c'est discutable aujourd'hui, fort de l'arrivée de certains partis comme le Bloc républicain, l'Union progressiste, Foscori.Bénin émergent. Donc, c'est des partis qui vont discuter son fief qu'il avait avec lui. Mais là où je vais en venir, comment peut-on dire nous sommes un parti logé dans une région et ne pas contrôler, savoir ce qui se passe dans les autres régions? C'est fort de ça que je vous donne un exemple très simple. En ce qui concerne un monsieur qu'on appelle Luc Atropo, qui est l'actuel maire de Bohikon,
qui est annoncé pour être candidat. Pardon? Président de l'Association nationale des communes du Bénin. S'il vous plaît. Et qui est annoncé pour être candidat aujourd'hui dans la commune de Cotonou, puisque c'est aussi un département, c'est aussi une commune. Mais là où je vais en venir, c'est la richesse de cette réforme qui peut permettre à quelqu'un qui remplirait les conditions exigées par l'article 5 du code électoral de pouvoir dire, je vais, si mon parti me positionne, je peux être candidat. Jacques Migan, natif de Porto Novo, pourrait dire, je serai candidat, si mon parti le permet, à Djougou. Parce que ce qu'on vit dans les partis politiques, ce n'est pas une réalité, on ne vous forme pas. On ne vous forme, c'est-à-dire ce n'est pas une réforme pour que ce soit pour votre ville native. Non. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un parti politique, vous êtes pour un parti pour toute l'étendue du territoire. Comme on le dirait pour le député, une fois élu, dans une circonscription, vous êtes le député de la nation. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez quelqu'un qui est à Djougou, quelqu'un qui est à Malanville, qui est dans le bloc républicain, connaissant les réalités sur toute l'étendue du territoire, conformément à cette réforme, et au niveau du système partisan, au niveau du code électoral, cette personne peut, pourquoi pas, être conseillée, et pourquoi pas demain être maire. Et c'est-à-dire c'est la richesse même de cette réforme que beaucoup de gens ne voient pas. Indépendant de l'article 10, des 10% à avoir pour pouvoir prétendre à l'obtention des sièges dans un conseil communal. Mais la grande richesse, c'est que vous pouvez, avec force aujourd'hui, puisque nous, au Bloc républicain, lorsque nous sommes formés, on nous forme sur les réalités de chaque commune. Vous me posez une question aujourd'hui sur ce qui se passe à Parakou, à Niki, à Lokossa, à Bonou, je pourrais vous répondre. Parce que je ne suis pas, parce que natif de Porto Novo travaille uniquement pour les intérêts et pour le développement communal de Porto Novo. Non, c'est la richesse de ces réformes. Et ces réformes, il faut réellement les saluer. Et là où je crois que nous avions gagné sur ce terrain, c'est le comportement des pays voisins qui veulent faire comme nous en ce qui concerne ces deux réformes au niveau du système partisan. Ça tue le développement. Ce qu'on avait hier, le pléthore, je dirais, de partis politiques. On n'a pas du tout mis fin au multipartisme, mais on a mis fin à une aberration égocentrique de certains hommes qui créaient, je dirais, des partis, comme le dirait quelqu'un, des boutiques politiques. Des boutiques politiques. Alors, Distel Amoussou, je me retourne vers vous. Vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de maître Jacques Migan, qui a vanté les richesses du système partisan et du nouveau code électoral. Dites-nous, est-ce que vous partagez tout son argumentaire et est-ce que le fait que le nouveau code électoral, le nouveau système partisan permette à ce que tel candidat qui était autrefois maire dans une commune puisse être positionné dans une autre commune, est-ce que ça ne peut pas être source de frustration au niveau des militants d'une commune? Absolument, absolument, parce que pour moi, les élections locales, communales, municipales sont des élections de proximité. Et lorsqu'un parti, comme sur un échiquier, essaye de déplacer le pion pour pouvoir battre le parti adversaire, simplement parce que le profil de l'homme qu'il a ici n'est pas à la hauteur du combat politique. Voilà, je crois que ce jeu politique des politiciens, des militants, je n'en suis pas un, je ne suis pas militant, je ne suis pas partisan, ni de la gauche ni de la droite, je suis un observateur. Pour dire que je ne serais pas tout à fait d'accord avec le bâtonnier Migan, simplement parce que les partis politiques au Bénin ne sont pas encore ce que devrait être un parti politique. On va certainement y arriver. Tout ce qui est contenu dans le code électoral ou dans les tests de la réforme du système partisan, c'est des vœux. C'est des vœux. Il faudrait que les militants, les acteurs politiques essayent de se les approprier et de les mettre, n'est-ce pas, en pratique. Parce que pour moi, un parti politique a un format. Et lorsque le parti politique ne répond pas à ce format, je l'appelle boutique politique.
n'est-ce pas? Il faudrait que l'idéologie soit nettement dégagée. Il faudrait que l'organisation, la structuration du parti soit connue. Il faudrait que le parti s'occupe de la formation de ses militants. Il faudrait qu'il y ait des cotisations. Il faudrait qu'il y ait des militants connus pour, n'est-ce pas, éviter les mercatos. Les mercatos où on regarde... Des missions, voilà. la transhumance politique. Et moi, justement, Stella Moussou, peut-être je vais reposer la question aux politiques. Parlons de la transhumance politique. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de proposition de législation pour empêcher ce fait? Parce qu'on l'a observé un peu, même au niveau des partis politiques de la mouvance, où tel démissionnaire du Bloc républicain pour l'Union progressiste, l'autre aussi démissionnaire de l'Union progressiste pour le Bloc républicain parce qu'il n'a pas des chances d'être positionné, parce qu'il n'a pas des chances de voir son leader positionné. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une disposition qui vous parvient à l'esprit, qu'on peut introduire dans la législation pour empêcher cela et en finir avec ces va-et-vient qui quand même infestent et empêchent les positionnements à bonne date? Non, je crois que je ne suis pas législateur. Les Béninois ne m'ont pas encore donné ce pouvoir-là. Mais je voudrais dire une chose. Le mal est cerné et perçu par tout le monde. Tous les Béninois, même les acteurs politiques eux-mêmes. Les cadres, je ne voudrais pas dire que Maître Migan n'est pas très loin, n'est-ce pas, de ce que nous décrions. Tout le monde est aujourd'hui en face de cette réalité-là. Et je crois, comme nous avons pu trouver dans notre génie la possibilité d'aller à un dialogue politique, je crois que demain, les acteurs politiques, ou sous le parrainage éclairé du président de la République, ou même de cette 8e législature, je crois que la lumière jaillira et ils vont eux-mêmes, entre eux-mêmes, n'est-ce pas, se doter de moyens pour éviter de se faire ces genres de coups. Parce que le jour où ça va faire mal, ils seront obligés de légiférer pour empêcher. C'est parce que ça ne fait pas encore mal. Avant de vous laisser poursuivre, j'ai bien envie d'arracher... Non, c'était juste une pierre dans la mare avant de vous laisser continuer du bâtonnier. Par rapport aux réformes politiques institutionnelles, je vais très rapidement recueillir l'avis de Maître Migan, qui est acteur politique, au sujet de la transhumance politique qu'on observe un peu au pays. En tant qu'avocat, en tant que personne, homme de droit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même des pistes de solutions que vous pouvez préconiser quand même pour empêcher que cela continue à ternir l'image des formations politiques? Monsieur le journaliste, vous savez, un parti politique, c'est une institution qui est bien structurée. Je dis bien une institution qui est bien structurée. Et quand je prends le parti qui est le mien, le Bloc républicain, nous avons notre idéologie, nous avons notre projet de société. Notre idéologie, tout le monde le sait, c'est le libéralisme, d'une part. Et nous avons notre projet de société. Nous avons un statut, ou des statuts, c'est-à-dire les règles qui permettent de dire vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Tout ce qui permet de dire que tout est structuré. Tout est structuré. D'une part. Je ne vous coupe pas, oui. Mais je vous donne par exemple une idée. Lorsque ça s'est fait observer du côté du Bloc républicain de l'Union progressiste, il y a un, puisque Zaï TV est sur Internet, il y a un de nos internautes qui a mis en commentaire un jour que pourquoi quand on a pensé à ces réformes-là, pourquoi on n'a pas dit que dès que quelqu'un réfléchit en son âme et conscience et décide d'adhérer à un parti politique, on le dit, vous avez 5 ans à faire dans son parti politique. Si vous quittez là, c'est que vous restez en rade pendant 5 ans avant que le parti politique puisse accepter votre adhésion. Est-ce que selon vous, cette proposition de cet internaute qui est un fidèle ami de Zaï TV, est-ce que cette proposition pourrait quand même réduire, je dirais, la transhumance politique? Ça va tuer les politiciens. J'étais en train de vous parler de comment est un parti avant d'aller à la transhumance. Oui, on y va. La transhumance ne peut pas se fait quand vous ne connaissez pas les structures des partis politiques. Lorsque vous changez, ça veut dire que vous avez changé d'idéologie. Aujourd'hui, je suis, par exemple, membre fondateur du Bloc républicain. Ça veut dire que, à mon âme et conscience, après avoir pris les statuts, après avoir pris le projet de société, j'ai compris que ce parti est le parti qui correspond à ma vision. Et correspondant à ma vision, j'y adhère. Si demain, il se confirme que ma vision n'est pas ce qui est en train d'être appliqué, il est de mon devoir, il est de mon droit de dire je ne veux pas. On ne peut pas empêcher quelqu'un, une fois qu'il a constaté que ce qu'il a amené dans ce parti n'est pas ce qui est en train de se faire,
on ne peut pas l'empêcher de dire « je m'en vais ». Or, souvent, les gens veulent que... Attendez, la transhumance dont vous parlez, mais prenons une loi. Assupons qu'on prenne une loi pour dire « vous ne pouvez plus quitter tel pour aller dans tel autre parti ». Nous avons les députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'on sait très bien que lorsque vous quittez un parti qui est à l'Assemblée nationale, je prends le cas du Bloc républicain, alors que vous êtes député, honorable député, pour dire je m'en vais dans tel autre, mais vous perdez tous les avantages. Vous perdez tout. Et c'est déjà un début de sanction pour que les gens comprennent qu'une fois qu'on quitte, on perd ce qui suit, c'est-à-dire les avantages prévus pour ce que vous êtes, alors que vous êtes dans ce parti politique. Ce que l'on oublie souvent, le législateur, qu'est-ce que vous voulez que le législateur prenne d'autre comme test? Mais quand on constate que les démissions sont des démissions opportunistes pour la plupart, des démissions qui se font montre à la veille d'élections, parce qu'on aurait vu qu'au sein du Bloc républicain, il n'y a pas de chance d'être positionné, et donc on décide d'aller au niveau de l'Union progressiste. On a même vu, vous savez, à la veille de ces élections communales, nous n'inventons rien. Des acteurs politiques qui ont quitté. Monsieur le journaliste, Oui. nous n'inventons rien à ce niveau. Quel que soit le pays, il en sera toujours ainsi. Il en sera Même un toujours pays ainsi. développé, à moins d'être dans un pays à pensée unique. Nous ne sommes pas dans un pays à pensée unique. Encore que l'on ne peut pas prôner la démocratie, on ne peut pas prôner, dire par exemple que chaque parti doit impérativement avoir un projet de société et dire vous devez impérativement, en citant l'exemple que vous aviez donné tout à l'heure où il faut rester 5 ans. Écoutez, je prends un exemple. Du jour au lendemain, je constate que mon parti politique prône le racisme, prône la discrimination, ce qui est déjà combattu dans la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire dans ces conditions? Il y aura un débat interne. Je vais poser le problème. Mais s'il se confirme que c'est la vision de mon parti qui ne correspond pas à ma vision, mais il va de soi que je prenne mes responsabilités. Alors, c'est en cela que je dis, on parle de cas que j'appelle isolés. Isolés quand on dit pour des positionnements. Non, lorsque vous êtes un militant, quel que soit votre positionnement, votre rôle, votre responsabilité, c'est de militer pour que votre parti gagne. Ce n'est pas votre positionnement qui doit vous préoccuper, sinon vous n'êtes plus le militant de ce parti politique. Vous êtes votre militant, vous êtes dans ce parti à des fins stricto personnelles. On n'est pas membre d'un parti pour soi, mais pour le collectif. Alors, Distel Amoussou, très rapidement sur la question, pour qu'on puisse évoluer dans le débat. Donc, je crois qu'il faut donner les lauriers au président Patrice Talon, qui a pensé à la réforme du système partisan. Et je crois que les déchets vont essayer de se colmater et les acteurs politiques finiront par les jeter à la poubelle de l'histoire. Et je crois que la réforme du système partisan, c'est pour moderniser les formations politiques dans notre pays. C'est pour leur donner une visibilité, une identité et une respectabilité. Et je crois qu'ils vont y arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces partis politiques, ces militants, accompagnent le développement du Bénin. C'est de cela qu'il est question. Il serait souhaitable que, par exemple, face à la pandémie du Covid-19, par exemple, que les partis politiques fassent des communiqués, parlent à leurs militants, les mobilisent autour des consignes, n'est-ce pas, du gouvernement. C'est de cela qu'il est question, parce que lorsqu'il n'y a pas de militants, il n'y a pas de parti politique, donc il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. Alors, je reste avec vous, Distel Amoussou. L'autre champ de bataille du président Patrice Talon, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Est-ce que cette lutte est véritablement effective sur le régime du président Patrice Talon? Le fait est là. Le fait est là que tous les responsables aujourd'hui savent que lorsque vous touchez à un seul iota du denier public, vous allez en répondre. Des enseignants se sont rendus coupables de détournement de tongolo, du haricot tongolo, soit dit en passant. C'est une mesure, n'est-ce pas, de kilos du haricot. Ils se sont retrouvés devant les faits accomplis. Ils ont rendu compte, n'est-ce pas? Ils ont répondu leur c'est déjà un gain. Nous n'allons peut-être pas quantifier la matérialité de ce gain, mais nous allons mettre un accent particulier sur la morale que ce gain inculque aujourd'hui à nos dirigeants.
que tu t'appelles préfet, que tu t'appelles directeur de société d'État, que tu sois proche ou non du président Patrice Talon, lorsque tu es identifié et que tu t'es rendu coupable de détournement de deniers publics, tu vas en répondre, n'est-ce pas? Maintenant, tu peux faire le choix d'un Liadi Soglo, tu peux faire le choix d'un Komi Koutié en prenant la poudre d'escampette. Mais ceci n'empêchera pas la justice de mon pays de faire son boulot. C'est dire que la peur du gendarme, n'est-ce pas, dit-on, est le commencement de la sagesse. Et cette peur existe aujourd'hui. Que vous soyez proche ou non du président Patrice Talon et que vous touchez aux deniers publics, vous allez en répondre. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous allez en faire demain. Parce que le bâtonnier Miguel nous l'a rappelé. Les crimes économiques sont imprescriptibles dans notre pays. Que vous soyez fort aujourd'hui, intouchable aujourd'hui, demain, vous allez vous retrouver affaibli et vous allez répondre des crimes commis aujourd'hui. La belle preuve, ceux qui les ont commis hier sont en train d'en répondre. Et je crois que c'est à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon qui a su, dans la rigueur, dans la fermeté, mais aussi dans la pédagogie, instaurer cette lutte qui n'est pas une lutte à la manière de celle qu'on a connue par le passé. Il n'y a pas certainement eu de marche blanche, il n'y a pas eu de marche verte, il n'y a pas eu la folklorisation de la lutte contre la corruption, mais cette lutte s'est ancrée dans le mental de tous les Béninois aujourd'hui. C'est ancré dans le mental de tous les Béninois aujourd'hui. Alors, Maître Jacques Migan, vous êtes avocat à la Cour. Dites-nous, quel regard portez-vous sur le système judiciaire béninois? Vous suivez un peu les commentaires qu'en font les opposants quand on parle de la lutte contre la corruption et l'impunité. En tant qu'avocat à la Cour, ayant observé l'effectivité de plusieurs procès de 2016, avril 2016, à ce jour, quel regard portez-vous sur le système judiciaire béninois? Eh bien, avant que je ne parle de mon regard sur le système judiciaire, je tiens à rappeler ceci en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Allez-y. Quand on parle de la lutte contre la corruption, il faut y adjoindre la lutte contre l'impunité. Les deux vont ensemble. Tout à fait. Parce que lutter contre la corruption sans prévoir ce qu'il faut pour punir lorsque vous aviez été, il a été constaté que vous faites l'objet de poursuites dans ce domaine, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de sanction. D'où la création de la criette. D'où la création de la criette. Ce qui amène à dire, si elle n'existait pas, il fallait la créer. C'est un coup de répression contre les infractions économiques et du terrorisme. Tout est là. Et ce système, rien que ce système, est à féliciter. Et ce qui amène les Béninois à comprendre aujourd'hui que cette lutte contre la corruption permet au gouvernement du président Patrice Talon, en assainissant, de faire des économies qui portent sur des milliards de francs CFA, milliards qui entraient hier dans les caisses et dans les poches de certains individus qui pouvaient toucher peut-être 500 000, 1 million, et qui se retrouvent avec plusieurs immeubles. La preuve en est. Comment peut-on, hier encore, dire qu'on est agent d'une institution de finance, de microfinance, et avoir des immeubles? Puisque la décision qui a été rendue nous a mis l'accent sur les biens qui sont saisis. Vous avez trouvé cet argent où? Vous avez trouvé cet argent pour construire dans Cotonou des immeubles alors qu'on sait ce que vous gagnez comme salaire. Je crois que tout est là. La lutte contre la corruption suppose la lutte contre l'impunité. Maintenant, en ce qui concerne votre préoccupation, le système judiciaire, mais quel est c'est tous azimuts. Quel que soit le secteur aujourd'hui, il y a une réforme du système judiciaire qui est en marche. Et pas plus tard, encore le vendredi dernier, le ministère de la Justice a mis un accent très important sur un domaine qui intéresse tous les Béninois. C'est-à-dire la numérisation du CABIS, ou si vous préférez de l'extrait, le document
que chaque société, chaque créancier, chacun va chercher au greffe. Le CABI, c'est l'extrait de Régie du commerce qui aujourd'hui, à partir de chez vous, avec cette réforme, vous pouvez savoir ce qu'il en est relativement à telle société, comment au niveau des sûretés, au niveau de ce qui se passe dans la vie de votre débiteur, dans la vie de votre créancier. Vous le pouvez aujourd'hui. Ça, c'est une innovation formidable. Quand vous prenez aujourd'hui le système en lui-même, quel que soit le secteur, je prends un exemple au pif. L'énergie, la SBE. La réforme sur le plan juridique dans ce secteur a permis d'arriver à l'autorité de régulation. Vous ne pouvez plus faire du n'importe quoi dans ce secteur de l'énergie. Il y a un code également qui a été voté par les députés en ce qui concerne le code sur l'électricité. C'est révolutionnaire sur l'énergie, c'est révolutionnaire. Et quand vous observez les différentes juridictions en matière du commerce, c'est dans quel souci? C'est pour aller très vite dans les décisions. Alors que les décisions traînaient à longueur, aujourd'hui, nous avons des juridictions compétentes dans tous les domaines. Et avec ce qu'on appelle les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, j'entends par là les magistrats. Donc, on est déployé sur toute l'étendue du territoire. Déployé sur toute l'étendue du territoire. Et tout récemment, lorsque ce sera voté à l'Assemblée nationale, il y a une belle réforme qui va s'annoncer en ce qui concerne les petites créances. Donc c'est pour vous dire que, quel que soit le secteur aujourd'hui, pas seulement dans le domaine de la justice, mais dans tous les domaines. Je n'étais pas entré dans les détails tout à l'heure lorsque je disais quel est ce secteur aujourd'hui qui ne connaîtrait point de réforme. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la santé? Prenons le cas de qui intéresse beaucoup les Béninois. C'est ça le plus important, monsieur le journaliste. Parce qu'il a été question pendant longtemps où on a dit le régime du président Patrice Talon ne met pas l'accent sur le social. Or, l'arche est là, qui renferme, je dirais, 4 éléments. Le crédit, la santé, l'accès aux soins, j'entends par là, la formation et la retraite. Mais c'est très important, puisque aujourd'hui, tout le monde sait que les plus pauvres, dans des villes qui ont été choisies comme villes pilotes, Soava, Abomey-Calavi, Djougou, Dassa, Glazoué, il y a des expériences qui sont en train de se faire à ces niveaux-là pour permettre à ces Béninois qui sont pauvres de pouvoir accéder aux soins gratuitement et jusqu'aux médicaments gratuitement. C'est du nouveau, c'est du jamais vu. Et ça va être étendu sur toute l'étendue du territoire. En ce qui concerne le microcrédit, très cher à nos mamans, très cher à nos femmes, ça avait commencé, ça avait impacté en son temps 20 000 personnes. On a arrêté juste pour un certain nombre de réglages et ça va reprendre, comme l'a dit la ministre en charge de ce secteur. Donc c'est pour vous dire que quel est ce secteur aujourd'hui où il n'y a pas eu ce qu'on appelle une réforme allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai mis l'accent sur le point capital en disant que les Béninois en rêvaient. Patrice Talon est en train de le réaliser. Puisque vous ne pouvez pas avoir les uns les autres autour de vous si vous ne les rassemblez pas autour de leur intérêt. Et quand vous prenez le domaine de l'éducation, c'est cette pensée-là aujourd'hui de notre concept éducatif, de comment permettre à l'enfant de s'instruire. Parce que quand vous prenez ce que nous avions connu juste là, je prends le cas des journalistes, on a eu beaucoup de journalistes qui sont devenus journalistes parce qu'ils ont été formés en sociologie, en lettres, mais comme ils n'ont pas trouvé du travail, il faut trouver cette passerelle pour devenir journaliste. Alors que le journaliste, c'est une vocation. Aujourd'hui, le système qui est en train d'être pensé et qui va avec le Conseil national de l'enseignement ou de l'éducation, va mettre absolument, c'est-à-dire, ce serait une formation alternée entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que l'entreprise va dire ce qu'elle recherche comme employés et les gens seront formés en conséquence. Moi, je serais même d'avis pour que les secteurs qui ne sont pas, qui regorgent, je dirais, qui forment des gens pour être des chômeurs,
Si l'État peut, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors que nous en avons sur le terrain des milliers de gens qui sortent de nos universités et qui sont des sous-employés, vous les voyez dans des secteurs qui ne correspondent pas à leur formation. Donc il faut remettre tout ça en cause. S'il faut fermer ces secteurs, ces filières pendant 2 ans, 4 ans, pourquoi pas? Parce que tant que vous n'avez pas fini d'employer ceux qui sont là, vous ne pouvez pas continuer à en former. D'où ces réformes dans ce secteur qui est fondamental. Et je crois que l'anglais et l'informatique qui sont entrés dans l'école en ce qui concerne les enfants depuis le primaire, c'est révolutionnaire. Et ça dit, ça, nous formons par rapport à demain. Ce qu'on ne faisait pas avant, ce qu'on faisait hier, on faisait parce qu'on nous demandait, on était des suivistes. On suivait. Aujourd'hui, non. Le Bénin pense à son développement en fonction de la formation à donner aux enfants. Bref, c'est pour vous dire que quel est ce domaine, quel est ce secteur? On n'a pas parlé tout à l'heure des infrastructures. Prenons le cas de l'asphaltage, monsieur Kader. Pourquoi je dis infrastructure en parlant de l'asphaltage? Lorsque la mesure avait été prise pour faire sortir nos mamans, nos sœurs qui vendaient sur les trottoirs, où on leur demandait de rejoindre le lieu indiqué pour le commerce, aller dans les marchés qui étaient vides, les gens disaient, mais comment il peut faire ça? Alors que les gens ont été sensibilisés, les gens ont été avisés, les gens ont été prévenus parce qu'on doit refaire les voies dans l'intérêt du développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend de ces mêmes femmes? Mais elles applaudissent. Elles applaudissent parce qu'elles disent aujourd'hui, il est arrivé le Messie. Il est arrivé le Messie. On vous aura compris, Maître Jacques Migan, d'ici à la Mousso, comme vous avez compris, Maître Jacques Migan a fait un peu le point des réformes opérées dans le secteur judiciaire, dans l'éducation et également au niveau des infrastructures. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement à ce niveau, dans le secteur éducatif, au niveau des réformes sur le plan judiciaire et également des infrastructures, avant que nous abordons les performances économiques? Non, je ne dirai pas grand-chose lorsque mon aîné a fini de faire ce tour d'horizon. Je vais simplement dire que désormais, l'âme de l'efficacité est devenue, n'est-ce pas, l'âme pour le combat du développement, n'est-ce pas? Et le président Patrice Talon, son équipe ont donné une place de choix, n'est-ce pas, à l'efficacité dans l'action. Et cette efficacité dans l'action s'est observée, comme l'a dit le bâtonnier, au niveau de l'éducation, au niveau de la justice et au niveau des infrastructures. Les Béninois ne savent pas que ce qui se réalise aujourd'hui comme ce qu'on appelait vulgairement goudron, qu'on appelle aujourd'hui asphaltage, c'est redimensionné. Et là, nous ne le savons pas. Nous jouissons, nous bénéficions d'une œuvre et nous sommes contents. Mais il faudrait expliquer aux Béninois qu'aujourd'hui, nos routes sont redimensionnées. Que ce soit au niveau de la largeur, de l'épaisseur de la structure, n'est-ce pas, et des accotements. Ça veut dire que nous avons désormais des routes futuristes. Ce n'est plus des routes qui créent des bouchons. Non. Et ça, il faut mettre un accent particulier là-dessus. Et c'est ça qui a expliqué la cherté par endroits de certains maîtres linéaires. Ça a pu créer des scandales au départ. Mais non, il faut expliquer aux Béninois que nous n'avons pas un bon sol. Et que ce qui se faisait, on faisait de façon plate du bitume sur du sable, du sol, à peine compacté. Et qu'aujourd'hui, nous avons, sans être technicien, je peux leur confirmer que nous avons des routes structurées, n'est-ce pas, redimensionnées. Au niveau de l'éducation, comme l'a dit le bâtonnier, il y a désormais un souci d'adéquation entre l'offre et la demande de prestations. Lorsque vous avez des géographes,
lorsque vous avez des sociologues, lorsque vous avez des linguistes, lorsque vous avez des anthropologues qui sont sur les carreaux et qui pèsent sur le panier de la ménagère parce que c'est des parents, c'est des enfants qui encore à 40 ans, 35 ans sont nourris par leur mère, leur père, leurs parents, leurs géniteurs. Il faudrait que désormais nous puissions nous demander dans quel secteur allons-nous former, pour quelle durée et pour quelle évaluation de consommation. Il est arrivé dans ce pays que les sociétés qui sont en train de faire les routes manquent de coffreurs, de ferrailleurs. Je l'ai vécu. Parce que pour les Béninois, c'est des métiers qui n'ont pas de valeur, c'est de petits métiers délaissés aux petites gens. Mais lorsqu'il a été question de réaliser des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous nous sommes retrouvés devant ces réalités-là. Nous n'avons pas de coffreurs. On a dû, pour certaines entreprises, aller chercher des coffreurs à Lomé. Au Ghana. Au Ghana. Simplement parce que nos enfants n'arrivent plus à travailler de leurs mains. Il faudrait dire à nos enfants que c'est bien de se mettre en cravate et en costume. Mais c'est aussi bien de savoir travailler de ses mains. Et qu'on peut bien travailler de ses mains et se mettre aussi en costume. Il faut reformater nos enfants, nos élèves, au sens du travail et de la rigueur dans le travail. Et ça, le gouvernement du président Patrice Talon est à pied d'œuvre. Pour le faire. Pour le mettre en pratique. Parce que c'est déjà clairement conçu, porté par les trois ministres des trois différents ordres de l'enseignement dans notre pays. De l'enseignement dans notre pays. Alors, il nous reste approximativement une vingtaine de minutes. Nous allons y aller très rapidement. Il nous reste le secteur économique et sur le plan sécuritaire. Distel Amoussou, je me penche vers vous. Nous allons commencer par le secteur économique. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des performances économiques honorables pour le Bénin? Vous savez bien que je ne suis pas un expert en économie. Je ne suis pas économiste de formation, mais je vais m'attabler sur les informations que nous avons tous. Je vais m'attabler sur les références, n'est-ce pas, que nous avons au niveau de la sous-région et en Afrique. Au plan du coton, ça a été dit, nous sommes les premiers. Au niveau de l'économie de l'UEMOA, nous sommes en deuxième place, en deuxième position, je crois, si je ne m'abuse. Je ne suis pas technicien comme je l'ai dit. Mais ce que je réalise plutôt, c'est que lorsque vous allez au marché d'Antokpa ou à Ganri, écoutez bien les bonnes dames. Les jérémiades d'il y a 4 ans sont en train de s'estomper. Les bonnes dames vendent aujourd'hui mieux et au prix réel. Et ça, c'est un constat que je vais amener les journalistes à aller faire. Lorsque je prends les produits saisonniers, tomates et autres, oignons, lorsque vous allez sur le marché, vous les achetez aujourd'hui au prix réel. Il n'y a plus d'inflation créée du fait de la mauvaise gestion de ces secteurs-là. Parce qu'il y a quelques années, des groupes organisés pouvaient venir ramasser et tomates et oignons ou même tubercules dans nos villes au point de pousser les bonnes dames à vendre le gari, c'est-à-dire la farine de manioc à un prix prohibitif. Mais aujourd'hui, il y a le contrôle. Il y a le contrôle de sorte que même le carburant qui est vendu à la pompe est à son prix réel. Lorsque vous suivez, n'est-ce pas, l'évolution des prix au niveau international. En plus de la subvention, l'État fait l'effort que les produits soient cédés aux Béninois à des prix réels et concurrentiels dans la sous-région. Réels et concurrentiels dans la sous-région. Quand c'est comme ça, je me demande où est-ce qu'on demande encore, où est-ce qu'on évite encore le gouvernement à aller faire du social. Lorsque le gouvernement, au plan économique, porte les charges et les faux frais en lieu et place du consommateur
des consommateurs finaux que nous sommes. Je crois que c'est une prouesse. Ce que je vais peut-être demander et souhaiter, c'est qu'il y ait beaucoup plus de performances d'entreprises locales. Que nos entreprises locales en arrivent à performer au point de concurrencer les entreprises qui viennent de l'extérieur. Comme ça, nous aurons beaucoup plus d'ouvriers, nous aurons beaucoup plus de techniciens consommés par nos propres entreprises locales qui gagneraient les marchés dans le cadre du partenariat public-privé. Et comme ça, la redistribution va se faire ressentir davantage au niveau de nos foyers. Alors, c'est à cela Maître qu'il faudrait Migan, peut-être sur travailler. le plan économique, qu'avez-vous à me dire? Vous savez, j'ai pour habitude de dire souvent que le président Patrice Talon, d'aucuns disent chef d'entreprise, et moi je dis gestionnaire. J'ai pour habitude de dire qu'il a mis le génie d'homme, de bon gestionnaire, au profit de l'État, du développement de notre pays. C'est-à-dire l'homme qui sait comment gérer. Mais pour pouvoir gérer, il faut avoir des atouts importants. Parce qu'on ne peut pas vous confier une maison si vous n'avez pas les hommes qu'il faut. Ça, c'est important. On ne va pas, et vous observerez que le premier d'entre eux, c'est le ministre des Finances. Absolument. On est parti chercher la compétence. La crème. La crème des crèmes. Qui était dans une institution Deloitte et qui représentait les intérêts de cette institution Deloitte à merveille. On est parti le chercher dans l'intérêt supérieur de la nation, d'une part. Et d'autre part, vous avez dû constater également que pour la première fois, alors que nous avions eu dans un passé récent des entreprises de l'État gérées par des Béninois et qui n'ont jamais fait ces entreprises qui ont toujours été déficitaires. Prenons l'exemple que nous connaissons tous, le port. Je viendrai tout à l'heure à la SBE. Mais le port, on est parti chercher sur appel international, chercher l'homme qu'il faut, dans le souci d'avoir de bons résultats. On n'est pas parti pour céder comme nous avions eu à entendre à un moment donné que nous avions privatisé. Non. Non, non, non. Quand vous lisez la loi de 1992 sur la dénoncialisation, la possibilité est offerte à l'État de confier la gestion d'une institution publique juste pour un temps, ce qui a été fait. Et les résultats sont là aujourd'hui. C'est un appel où vous pouvez répondre, et béninois, et africains, et européens, américains, chinois, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, cette institution est confiée à des gens qui s'y connaissent, c'est-à-dire les Belges. Il en est de même en ce qui concerne la SBE. On n'est pas parti prendre des gens qui ne savent pas. Alors, quand vous observez tout ça, vous pouvez comprendre l'objectif que l'on veut atteindre, c'est-à-dire des résultats. Et ces résultats sont là. Et pourquoi je le dis? Nous sommes félicités sur le plan institutionnel, sur le plan financier, j'entends, par les grandes institutions financières. C'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire, c'est l'UEMOA, c'est la CEDEAO, c'est la BAD. Mais le Bénin est respecté, respectable aujourd'hui. Ce qui nous amène aujourd'hui, lorsqu'il est question d'obtenir des prêts pour financer indépendamment de les recettes, j'en viendrai là tout à l'heure, puisque pour pouvoir financer, il faut surtout deux choses. Il faut vos recettes personnelles que nous avons à travers nos impôts, où l'assainissement s'est réalisé pour que les caisses puissent être remplies. Mais nous allons également sur les marchés internationaux, j'entends par là marché financier, la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Mais le Bénin aujourd'hui accède au marché commercial. Hier, ce n'était pas possible. Mais grâce à l'assainissement opéré dans le secteur financier par le gouvernement du président Patrice Talon et le ministre des Finances, nous pouvons y accéder. D'où ce que nous avons pour financer les différentes réformes qui s'opèrent sous nos yeux. Quand on prend l'eau, par exemple, mais la Banque mondiale, c'est du jamais vu. C'est pour la première fois, nous a octroyé 354 milliards de francs CFA. Avant cela, on en avait eu, certes, en ce qui concerne les Japonais, pour le faire aussi, 58 milliards, quand on prend le cas de Dassa et consorts. Mais l'accès à l'eau potable, le projet qui a été soumis,
a été accepté, financé par la Banque mondiale. Nous avons d'autres secteurs. Nous avons, je dirais, tout à l'heure on parlait du coton. Pour que le coton soit porté à ce niveau aujourd'hui de 800, ce qui fait de nous aujourd'hui le premier producteur de l'Afrique, c'est parce qu'il y a eu une vision claire et nette par le président Patrice Talon qui sait de quoi il est question. Mais l'objectif, à travers le coton que nous avons, qui constitue une belle avancée sur le plan régional, c'est que c'est les recettes. Et pour le budget et pour les producteurs. Or, quand vous voyez cela, vous voyez ce que nous réalisons au niveau de l'alphatage. Ce n'est pas que les recettes fiscales, non, c'est aussi les prêts que nous faisons dans des conditions bien précises et abordables et intéressantes, je dirais, pour mon pays, pour notre pays. Et ce qui m'amène à dire, je l'ai dit tout à l'heure, à mettre le Bénin dans les 10 pays économiquement dynamiques. Parce que l'homme qu'il faut est à la place qu'il faut, il y a une vision, il y a une pensée, il y a un assainissement, on fait les choses dans l'art, dans la rigueur. Ce n'est plus... de l'amateurisme. Non, hier, ça a été toujours de 1960 à ce jour. À ce jour, on a toujours fait, quand je dis à ce jour, depuis 2016, absolument. Mais je vais vous donner un exemple pour illustrer comment mon pays a réellement réussi. On sort du domaine de l'économie. Monsieur Kader, prenons le changement qui s'est opéré. C'est vraiment rien que ce côté peut amener nos compatriotes à comprendre. Est-ce que vous savez le nombre d'hydrauliques villageoises bâties, construites dans mon pays de 1960 à 2018? 16. Non, 2018. En 2018, oui, allez-y. 666. Est-ce que vous savez le nombre de hydrauliques villageoises bâties, construites par le président Patrice Talon de 2018 à ce jour? Plus de 20% de ce que nous avions mis presque 60 ans à faire. Ça dénote réellement la rigueur dans la gestion, la volonté de développer pour accompagner le bien-être de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Donc c'est tout ça qui m'amène à dire que tout ce qui se passe, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine, je ne sais pas, de l'énergie, du social, c'est-à-dire, enfin, nous avons ce qu'on appelle dans ce pays l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons dans ce pays ce qu'il faut. Mais je tiens à dire ceci. À la place qu'il faut, oui. Ça, on n'a pas abordé, monsieur Kader, c'est important. Parce que c'est aussi d'actualité. M. Amoussou en a parlé. Le coronavirus, tout oui, à fait. Pourquoi on aborde ça à la fin. C'est prévu. Ok, d'accord, si vous me le dites. Dès qu'on va émettre un petit commentaire sur le plan sécuritaire, sous le régime du président Patrice Talon, il y a eu la création d'une force unique qui est baptisée Police républicaine. Distel Amoussou, pour avoir côtoyé un peu des militaires, des policiers depuis 1990 à ce jour, dites-nous quel regard portez-vous sur la police républicaine, sa composition et aujourd'hui son expérimentation? Je voudrais déjà commencer par saluer les hommes et leur dire félicitations et du courage pour la suite. Dire que la police républicaine s'est révélée un instrument de la République aux mains de la République. C'est pour cela que vous les voyez aujourd'hui déployés au niveau des cordons sanitaires pour accompagner les Béninois que nous sommes au respect des instructions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Il faut les saluer simplement parce qu'ils sont des hommes et des femmes tous les jours, de jour comme de nuit, à la tâche pour notre sécurité. La sécurité, c'est un comportement. Ils font de la répression, ils font de la pédagogie, ils font de l'éducation, ils font même de l'instruction. Lorsque vous les voyez au niveau des carrefours, réguler la circulation et que quelques-uns d'entre nous enfreignent à la réglementation routière. Il faut les saluer. Il faut saluer la troupe. Il
faut saluer toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays. Les militaires du rang, des militaires du rang au plus gradé. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin est une nation de paix. Et dans le langage des Nations Unies, on parle d'État sûr. Le Bénin est un État sûr. Et c'est lorsque vous êtes un État sûr que vous rassurez les touristes. Tout se tient, tout s'enchaîne. Lorsqu'on voit la manière, de par laquelle les touristes se bousculent aujourd'hui au portillon de notre pays, le Bénin est un État sûr. Le Bénin est un État sûr, un État de paix. Un État de paix. Lorsque vous prenez le taux de criminalité de 1960 à 2016 et que vous faites la balance entre 2016 et 2020 aujourd'hui, lorsque vous faites le ratio, vous comprenez le travail qui se fait également comme réforme dans ce domaine, dans le domaine sécurité. Vous verrez quel discours et quelle motivation ont désormais les hommes du rang. Lorsque vous faites le tour de nos corridors et que vous voyez que vous n'êtes plus dérangé par d'anciens agents corrupteurs, corrompus, et que le rançonnement a complètement, mais je dis totalement disparu de nos corridors et de nos axes, vous comprenez l'engagement de ces hommes et femmes de la police républicaine. La conception de la police républicaine est une philosophie qui n'était pas comprise au départ. C'est-à-dire que le président Patrice Talon voulait faire de la police républicaine un instrument aux mains de la République pour l'accompagner dans son élan de développement. Dans son élan de développement. Alors, il nous reste 10 petites minutes, Maître Megan. Nous allons dire très rapidement ce que vous, en tant que citoyen béninois, quel regard portez-vous sur le système sécuritaire mis en place par le régime du président Patrice Talon? Il y a une réforme capitale, je l'ai évoqué tout à l'heure avec Distel Amoussou, c'est lié à la création d'une force unique, la police républicaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus en sécurité dans Cotonou, dans votre Porto-Novo natal? Est-ce que vos parents sont plus en sécurité qu'auparavant? Écoutez, vous savez, j'ai toujours vu cette réforme comme une réforme salutaire. Et j'ai toujours qualifié ce qui se passe à travers ces hommes en uniforme comme des professionnels, d'une part. Et j'observe une deuxième qualification que je leur donne souvent, le patriotisme. Ils sont et professionnels et ils sont patriotes. Les deux. Parce qu'à travers leur action aujourd'hui, la réforme permet de pouvoir leur donner les moyens de leur politique. Ce qui n'était pas le cas hier, qui les amenait à faire dans ce qu'on appelle le rançonnement pour certains. Aujourd'hui, non. Patrice Talon, comme tout le monde le sait, ce n'est pas l'homme qui sanctionne. Il cherche à savoir pourquoi vous aviez commis cet impair. Mais lorsque c'est su, parce que pour aller à rançonnement, ça veut dire que au niveau des conditions de vie, il y a quelque chose qui ne va pas. De même, en ce qui concerne, je le dirais, ces hommes, ils sont réellement bien formés. D'où le professionnalisme dont je parle. Et ils ont compris l'enjeu, c'est les représentants de la nation. Les gens ont tendance à oublier. Vous ne pouvez pas voir en eux. Quand vous les voyez, vous devez voir la nation à travers eux. C'est-à-dire, c'est eux. D'où la sécurité avant tout. Et vous savez ce que représente la sécurité dans un pays. Tout est là. Les braquages qu'on avait connus il y a encore quelques années, aujourd'hui, on en parle rarement parce que les hommes qu'il faut sont aux places qu'il faut, d'une part, et les moyens qu'il faut, les pensées qu'il faut, les visions qu'il faut, les renseignements qu'il faut, c'est-à-dire tout concorde ensemble pour en faire de véritables hommes patriotes, hommes professionnels. Et je vous dis, d'une part, je félicite cette réforme qui aujourd'hui permet d'avoir une police républicaine à travers la combinaison de la gendarmerie et de la police. On voit l'efficacité.
Puisque quand on parle de gendarmes, c'est souvent dans les zones rurales. Et quand on parlait de police, c'est souvent dans les zones urbaines. Or, nous sommes un petit pays, on peut faire les deux en même temps. Il faut qu'il y ait une certaine symbiose, une combinaison. D'où la pensée de ceux qui ont amené à la police républicaine que je salue. Et je vous avoue, oui, on circule librement, tranquillement aujourd'hui. On peut dormir en paix au Bénin aujourd'hui. Alors, chers amis internautes, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Je m'en voudrais, vu l'actualité nationale actuellement et celle même internationale, de ne pas recueillir auprès de nos invités leurs impressions, leurs appréciations sur l'avènement de la pandémie du Covid-19 et quel regard portent-ils sur les mesures prises par le gouvernement béninois. Et avec la détection de nouveaux cas, est-ce qu'il faut maintenir le cap avec les mesures prises par le gouvernement béninois? Distel Amoussou, vous avez commencé par évoquer ou émettre une pensée à l'égard de ces compatriotes qui sont infectés par ce sale virus. Dites-nous quel regard portez-vous sur les mesures prises par le gouvernement et droit dans la caméra, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à vos compatriotes, aux populations pour qu'on puisse empêcher la chaîne de contamination du Covid-19? À l'avènement de cette pandémie, et lorsqu'elle a commencé par envoyer ses premiers signaux dans notre pays, le gouvernement du président Patrice Talon a pris la mesure de la situation en convoquant tous les cerveaux pensants et toutes les personnes capables de réflexion autour de cette actualité sanitaire dans le monde. C'est ainsi que les premières consignes, les premières directives ont été données aux Béninois. C'est-à-dire le respect de la distance sociale entre son interlocuteur, le lavage régulier, permanent des mains à même en devenir maniaque, la non-divagation, non, je ne vais pas le dire, c'est-à-dire le refus de vagabondage, c'est-à-dire des sorties à des fins parfaitement inutiles, la fréquentation de lieux à risque, c'est-à-dire les bars, les boîtes de nuit. Le gouvernement a édité donc ces mesures et continue d'observer. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque je me réfère au point fait par le ministre de la Santé, dans la soirée d'hier, le Bénin compte 22 cas, dont 5 guérisons. 5 guérisons. 0 décès. 0 décès. C'est très important. C'est dire que le gouvernement de mon pays suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe et au fur et à mesure met le protocole adéquat pour obtenir la survie des Béninois, pour obtenir la bonne santé des citoyens béninois. Ce qu'il me reste à dire, c'est de convier mes compatriotes au respect sans faille des dispositions éditées par le gouvernement. C'est le respect sans faille du principe de lavage systématique, automatique, chaque fois et toutes les fois de nos mains. C'est le respect scrupuleux de la distance sociale de sécurité entre notre interlocuteur et nous. C'est d'éviter absolument de se serrer les mains. Et lorsque vous avez touché des espaces solides, allez vous laver immédiatement les mains à chaque contact. Et la dernière directive, c'est que le gouvernement du Bénin invite tous les Béninois à désormais mettre leur masque. Voilà, le bâtonnier est en train de nous en donner l'exemple. Il faut que tous les Béninois respectent
cette nouvelle prescription. Voilà. C'est une consigne nouvelle. C'est une consigne nouvelle et même une Mais exigence. qui m'amène à demander également au gouvernement de mon pays à parfaire la cohésion entre les consignes et la réalité dans nos officines de pharmacie. Parce qu'il s'observe à ce matin, et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas de masque à mettre, il s'observe que dans nombre d'officines, et pas des moindres, les grandes pharmacies à Cotonou, les masques subventionnés à 200 francs CFA ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles. Il faudrait on vous aura compris. parer à cette situation pour permettre à tous les Béninois de pouvoir respecter rigoureusement ces consignes. Alors, je vous remercie. Maître Migan, vous avez ce privilège de pouvoir conclure cette émission. Alors, dites-nous, vous avez eu envie tout à l'heure de dire un mot sur cette pandémie du Covid-19 au Bénin. Des mesures sont prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus. Il y a eu de nouveaux cas détectés, 0 décès, 22 cas, 5 guéris. Dites-nous, en tant que citoyen béninois, acteur politique, ancien bâtonnier, les sentiments qui vous animent. Je crois que gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévenir. Alors, ce que je souhaiterais dire, je remercie infiniment le gouvernement de mon pays. Pourquoi? Lorsque le gouvernement du président Patrice Talon a constaté, a appris ce qui se passait en Chine, au mois de novembre, au mois de décembre, les dispositions ont commencé à être réalisé, à se poser à partir de janvier 2020. C'est très important. Je dis bien 2020. On a commencé d'ores et déjà à installer ce qu'on appelle ces centres d'isolement, c'est-à-dire qui recevaient des gens au cas où il se produirait des cas, alors qu'il n'y en avait pas. Nous l'avons eu à Cotonou, nous en avons connu à Bomé-Calavi, nous y en a eu à Natitengo, et sur toute l'étendue du territoire, je dirais dans les 12 départements, nous aurons ces hôpitaux qui recevraient au cas où. Ça, c'est la première chose à vraiment féliciter dans ce qu'on appelle la vision d'un homme quand il est aux responsabilités. Et vous avez dû constater également que nous n'avions pas fait du suivisme. Nous aurions pu faire comme tout le monde, aller à confinement, mais quand vous prenez les choses à leur juste valeur, ce qu'il en est, vous pouvez y trouver des solutions. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a eu un cordon qui a été installé, un cordon sanitaire autour de 13 ou 12 à 13 communes de notre pays aujourd'hui. Il faut que nos compatriotes sachent pourquoi ce cordon sanitaire. Pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est qu'on sait que les cas, les porteurs que nous avions connus ont circulé dans ces communes-là. Or, il y a un temps d'incubation. Je dis bien un temps d'incubation à observer. De 14 jours. Or, il fallait prendre des mesures autour de ces communes pour que la propagation ne se fasse pas en dehors de ces communes. C'est-à-dire, vous pouvez circuler à l'intérieur de ces communes, mais vous ne pouvez pas en sortir. Comme ceux qui sont hors de cette zone critique ne puissent y entrer, en dehors de, bien entendu, des porteurs, enfin des marchandises. La deuxième raison, c'est ceux qui ont été mis en quarantaine. Or, ils ont aussi un temps à observer, temps d'incubation, pour que l'on sache s'ils sont porteurs, s'ils ne sont pas porteurs de ce virus du siècle. Donc voilà les deux raisons fondamentales qui ont motivé ce cordon sanitaire. Mais à l'intérieur comme à l'extérieur de ce cordon, ce qui est demandé, c'est d'observer les prescriptions. Prescriptions que mon parti, le Bloc républicain, est en train de faire depuis l'existence de ce virus. C'est-à-dire quoi? Capsules, oui. C'est-à-dire quoi? Comme vous l'observez en ce qui me concerne, non seulement nous sensibilisons les uns et les autres sur toute l'étendue du territoire, quelle que soit dans toutes les langues. Nous communiquons dans toutes les langues
pour permettre à nos compatriotes de savoir ce qui se passe, de savoir quel comportement adopter. Nous le faisons et nous continuons à le faire et nous le ferons. Alors, ce que je voudrais demander à mes compatriotes aujourd'hui, indépendamment des mesures qui sont prises, c'est d'observer 3, je dirais, conditions. La première, c'est la sérénité. Il ne faut pas paniquer. Il faudrait que nous soyons sereins devant ce coronavirus, que l'on appelle aussi Covid-19. Il faudrait, la deuxième chose, c'est la discipline. Il faudrait que nous nous autodisciplinons. Nous devons faire montre d'autodiscipline devant les mesures qui sont prises par les autorités de notre pays. Il faut que nous les respections, c'est important. Et la troisième chose que je conseille, c'est la solidarité. Cette solidarité, elle est nombreuse, mais je citerai quelques-unes. À sensibiliser, expliquer à ceux qui ne croient pas en ce virus, qui semblent dire que ce n'est pas vrai, il faudrait que nous leur expliquions que c'est vrai. Il y a ce virus-là. Il faudrait également, dans notre solidarité, leur expliquer ce qu'il faut faire. Et enfin, accompagnons notre gouvernement. Nous n'avions pas les moyens pour faire face à ce mal du siècle aujourd'hui, à travers des contributions. Ces contributions peuvent être, comme je le dis, à travers nos sensibilisations. Ces contributions peuvent être faites de manière... À travers l'émission d'un chèque. À travers un chèque, à travers des produits sur le plan matériel, les masques à donner, les produits hydro et alcooliques, ainsi de suite. Nous l'avions fait. J'entends par là la fondation JAM, dont je suis un des membres. Merci. Nous avions offert à l'État, nous l'avions accompagné à travers un chèque. Un chèque. Merci à vous, Maître Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Vous étiez face à Distel Amoussou, ancien professionnel des médias, président directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Chers amis internautes, on retiendra essentiellement de cette émission, de ces 90 minutes, que Jacques Migan, en ce qui concerne le retrait de Bouniaï des FCBE, a dit que Bouniaï a capitulé en abandonnant sa troupe. Pour lui, cet acte révèle que Bouniaï est toujours assoiffé du pouvoir d'État. Il a précisé que nul n'est indispensable pour la survie d'un parti politique. Quant à Distel Amoussou sur le sujet, il a précisé que le titre de président d'honneur est un titre honorifique et un enjoliveur. En ce qui concerne la condamnation de Komi Koutié, Jacques Migan a indiqué et a rappelé aux Béninois et à vous, chers amis internautes, que des proches du régime en place sont poursuivis et condamnés et que l'absence de Komi Koutié à la barre le vendredi dernier lui a valu les 20 ans de peine maximale. Il a reprécisé que les crimes à hauteur de 10 millions de francs CFA sont imprescriptibles et que Bouniaï en est le chantre. Selon Distel Amoussou, cette condamnation de Komi Koutié, ancien ministre des Finances à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, est un fait divers. Il a précisé que des anonymes sont condamnés tous les jours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et que personne n'en parle parce qu'ils n'ont pas de position politique. En ce qui concerne le bilan du président Patrice Talon en 4 ans, Jacques Migan est extasié par le changement ou les changements qui se font montre dans plusieurs secteurs, à savoir la santé, les infrastructures, l'énergie, l'eau potable. Pour lui, Patrice Talon réalise le rêve béninois. Le Bénin fait partie des 10 pays dont l'économie est dynamique, selon Distel Amoussou. Il est venu sublimer les actions du président Patrice Talon. Il a émis une pensée aux personnes infectées au Covid-19. Il rassure les populations béninoises du soutien du président Patrice Talon pour endiguer le mal. Il a rappelé aux Béninois que le credo du gouvernement en place, c'est l'efficacité et la rigueur. Il a rappelé qu'il y a un assainissement de l'administration et de l'économie qui a été effectué et qui est toujours en cours. Il a rappelé également que les Béninois sont en train de jouir et de contempler les réalisations de l'asphaltage. C'est toujours Distel Amoussou qui l'a dit. Il a rappelé également que les artisans, les coiffeurs, les soudeurs jouissent des bienfaits de la disponibilité de l'énergie électrique. L'eau potable pour tout le monde est désormais une réalité. Et ça, Jacques Migan a insisté dessus et a rappelé que le président Patrice Talon a effectué des prouesses inédites en ce qui concerne cela. Distel Amoussou a indiqué que le rapprochement de l'administration des administrés est désormais une effectivité au Bénin. Les atouts des cantines scolaires ont été évoqués par les deux invités. Jacques Migan a précisé l'essentiel du programme d'action du gouvernement sur les réformes politiques et institutionnelles. Il a estimé que les réformes du code électoral et du système partisan ont été effectuées pour permettre désormais qu'il n'y ait plus de partis politiques régionaux, ethniques et
et ethniques et régionaux. Je dirais que Distella Moussou, en ce qui concerne le système partisan, a rappelé que le système partisan et le code électoral, ce sont des vœux. Pour lui, si un parti politique a une idéologie, une structuration claire, et donc il appelle aux partis politiques à pouvoir mûrir davantage pour qu'ils soient en phase avec l'esprit de cette dite réforme qui ont été opérées pour moderniser les partis politiques. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et l'impunité, Distella Moussou a précisé que le président Patrice Talon agit avec rigueur, fermeté et pédagogie. Il a fait une analyse comparative de la lutte contre l'impunité et la corruption sous le régime du président Patrice Talon et celle qui a été menée sous le régime du président Boni Yayi, l'ancien président sortant. Jacques Migan a rappelé et a exposé la pertinence de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a rappelé que des économies Il a rappelé que la réforme du système judiciaire est efficiente et elle promeut beaucoup plus un système judiciaire performant. Distella Moussou, quant à lui, a indiqué que l'arme de l'efficacité est devenue l'arme pour le combat du développement. Nos routes sont redimensionnées, a déclaré Distella Moussou. Il a justifié les dommages collatéraux de certaines réformes. Les invités à la fin, en dehors de leurs impressions sur les performances économiques, où Jacques Migan a eu à dire que le Bénin est désormais premier producteur de coton en Afrique. Notre pays est classé deuxième en ce qui concerne l'économie dans l'Union économique monétaire ouest africaine. Il a également exposé les jérémiades qui, il y a 4 ans, sont en train de s'estomper. Les invités ont également apprécié les mesures prises par le gouvernement béninois dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils ont invité tous les Béninois et vous tous qui nous suivez en ce moment à observer les mesures prises et recommandées par le gouvernement béninois pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. Chers amis internautes, ce sera tout pour cette spéciale. Je vous rappelle que j'étais avec Distella Moussou, consultant en médias communication, président directeur général de l'agence de documentation et de liaison des services spéciaux, Jacques Migan, qu'on ne présente plus sur les plateaux de Zaïre Télévision, ancien bâtonnier, membre fondateur du parti politique Bloc Républicain, un parti politique qui soutient l'action du président Patrice Talon de façon inconditionnée. Chers amis internautes, à tout de suite, ou je dirais même à très bientôt pour un autre numéro, pour une autre spéciale sur les 4 années de gestion du pouvoir Talon.